Troisième partie de ma série de vidéos sur le budget. J'ai fait un petit peu les généralités en premier. Je vous ai expliqué comment optimiser un certain nombre de dépenses. Maintenant, comment vraiment investir votre argent et comment avoir la discipline d'investir l'argent et de le garder investi. C'est ça qui est assez difficile en fait. Parce que quand on commence à avoir de l'argent et qu'on n'a pas eu l'habitude d'en avoir, on a tendance à le dépenser. C'est idiot, mais c'est comme ça. C'est un biais humain. Et si on veut vraiment se faire une stratégie d'investissement sur le long terme, alors il faut savoir ne pas toucher à l'argent qu'on a disponible et avoir un budget bien organisé. Donc si vous avez respecté un petit peu ce que je vous ai dit sur le budget dans les précédents, vous commencez à avoir un budget bien organisé, donc avec votre partie dépenses obligatoires facultatives qui est bien organisée, vous savez dans quoi vous placez de l'argent et vous avez quelques pistes d'optimisation. Maintenant, on va voir où mettre cet argent. Donc, à partir de là, vous devez avoir une idée de quel est votre budget d'investissement. Est-ce que votre budget d'investissement, c'est 100 euros, 200, 300, 500, j'en sais rien, c'est à vous de voir. C'est pas ça le plus important. Le plus important, ça va être de bien distinguer les deux volets que je vous ai dit, c'est-à-dire quelle est la trésorerie que vous gardez de côté pour gérer votre train de vie, pour ne pas être obligé d'avoir recours à un crédit à chaque fois qu'il va vous arriver un truc, donc à chaque fois que votre voiture va tomber en panne, à chaque fois qu'il va falloir changer le chauffe-eau, à chaque fois qu'il va falloir faire une dépense un petit peu importante, comment vous faites pour l'avoir. J'ai déjà expliqué dans la partie 1 qu'il faut provisionner cet argent-là. Donc, quand vous avez une voiture, par exemple, il faut prévoir dans votre budget mensuel un budget de renouvellement de la voiture. Et si ça vous coûte 100 euros par mois ou 200 euros par mois d'avoir une voiture, ben vous placez ces 100 ou ces 200 euros par mois sur ce compte de trésorerie. Et vous vous faites un petit tableau tous les ans pour savoir combien vous avez vraiment placé là-dessus, combien a servi à vraiment acheter la voiture, combien a servi à réparer l'ancienne voiture, etc., etc. Et vous faites votre petite cagnotte pour l'achat de la voiture. Et si vous avez bien organisé votre budget, quand vous allez devoir changer votre voiture, bah, vous avez les moyens d'en acheter une nouvelle. C'est pareil pour l'électroménager, c'est pareil pour toutes les dépenses importantes qui risquent de vous arriver dans la vie. Donc ça, vous pouvez très bien le placer. Alors soit pour la bagnole, vous pouvez le placer sur un compte dédié où l'argent est bloqué. Ou alors, vous pouvez le placer sur un livret A. Attention, malgré tout, à pas dépenser l'argent du livret A. C'est pour ça que moi, ce que je considère qui est important, c'est d'avoir au moins deux comptes épargne différents. Un qui va servir à placer l'argent dont vous avez besoin sur l'année où vous êtes. Donc là, par exemple, je viens de faire mon budget de 2025. J'ai de l'argent qui est provisionné pour les dépenses fluctuantes de 2025, donc les impôts, l'achat de bois si j'en achète. J'aime bien faire mon bois, mais il y a des années où j'ai pas le temps de faire mon bois, donc je provisionne l'achat de bois. Si j'en achète pas, j'épargne un peu plus que prévu. Vos vacances aussi, ce genre de trucs, vous pouvez les placer sur un livret A, on va dire, de disponibilité. Et donc ça, c'est l'argent pour votre budget annuel. Et l'argent que vous placez pour faire des gros achats dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ben moi j'ai un autre compte, en l'occurrence c'est un LEP, livret épargne populaire. Donc pourquoi pas le placer là-dessus. Ça peut être un livret développement durable, ça peut être un PEA, etc. Vous avez un endroit dédié à ça. Et comme ça, vous savez que vous n'avez pas le droit d'y toucher. À vous après d'avoir la discipline pour le faire. Vous avez aussi tout ce qui est compte à terme ou plan épargne logement que vous pouvez utiliser pour placer de la trésorerie. Donc avoir ces comptes bloqués qui rapportent un peu plus que les comptes classiques où vous avez de l'argent de trésorerie disponible, ça peut être une bonne solution pour être sûr de ne pas toucher à votre argent. Le crédit comme levier d'investissement, ça peut être pas mal. C'est souvent utilisé pour investir dans une résidence principale. Il faut savoir que ça vous coûte de l'argent, mais il faut faire le calcul au cas par cas. Est-ce qu'un crédit qui vous coûte un peu d'argent vous permet de placer plus et donc d'avoir plus d'intérêt à la fin et d'avoir plus de confort dans votre trésorerie, ou est-ce qu'un crédit va juste être un boulet dans votre budget? Donc faites bien cette analyse-là. Mais évidemment que faire un crédit pour acquérir sa résidence principale, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que malgré le fait que vous passiez plus d'argent à la banque que ce que vous coûte vraiment le logement, ben, cet argent que vous passez à la banque, c'est de l'argent que vous ne passez pas à un propriétaire qui, lui, va s'enrichir de toute façon. La banque, oui, elle s'enrichit un petit peu sur votre crédit. Le propriétaire, il s'enrichit beaucoup sur votre loyer. Alors, il y a des solutions
pour faire des investissements obligatoires dans l'immobilier sans passer par un crédit. Vous avez notamment la possibilité de faire de la location-vente et vous avez notamment la possibilité de faire un viager. Ces trucs-là, moi, je ne les pratique pas. Ça me paraît des bonnes solutions. Ça me paraît surtout des bonnes solutions quand vous êtes dans un cadre intrafamilial et bien organisé. Donc, faites bien le notaire, etc. Ça me paraît des bonnes solutions parce que justement, ça évite de donner des intérêts à la banque. À la place, vous donnez des intérêts à l'ancien propriétaire du bien que vous achetez de cette manière-là. Pourquoi pas? C'est une stratégie qui se tient très bien, moi que je trouve très vertueuse, très positive. La location-vente, il faut savoir que c'est très intéressant pour le propriétaire qui vous vend, parce que si jamais vous avez plusieurs échéances que vous ne payez pas d'affilée, vous perdez l'intégralité de vos droits sur le logement que vous êtes en train d'acheter. Donc vous, ça vous force à bien payer en temps et en heure. Et lui, ben, ça peut être ultra rentable pour lui parce que vous aviez déjà prévu un petit taux d'intérêt dans l'achat. Et si jamais vous ne faites pas le boulot, il récupère le loyer qu'il aurait dû de toute façon toucher, l'intérêt qui permet de justifier qu'il vous vend au lieu de vous payer un vrai loyer, et il récupère sa baraque en plus. Donc c'est hyper sécurisant pour lui, c'est même presque plus sécurisant que de louer à un vrai locataire. Bon, évidemment, ça rapporte moins. Pourquoi pas ce genre d'arrangement, mais le plus général quand même pour l'achat de sa résidence principale, c'est la banque. Et c'est toujours plus intéressant de donner de l'argent à une banque en ce qui vous concerne, même si pour la macroéconomie, j'en sais rien, mais en ce qui vous concerne, c'est plus intéressant de donner un peu d'argent à une banque et d'être chez vous à la fin que de donner de l'argent tous les mois à un propriétaire qui, lui, de toute façon, a peut-être acheté à crédit et va peut-être quand même donner de l'argent à la banque. Et à la fin, c'est lui qui est propriétaire et pas vous. Ce qui est bien dans l'achat immobilier à crédit, c'est que en fait, ça vous force à épargner de l'argent que vous auriez peut-être pas épargné autrement. Un petit crédit comme ça vous permet de vous constituer un patrimoine. Et moi, j'ai acheté tous mes biens immobiliers à crédit. Ici, c'est un crédit, etc., etc. L'intérêt pour moi, c'est d'accumuler des biens immobiliers. Aujourd'hui, ma résidence principale est payée. Mais il n'empêche que j'ai fait des crédits pour acheter d'autres biens immobiliers. Et puis le crédit, ça peut être payé par les intérêts. Même des fois dans la même banque. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des crédits dans des banques à des taux bas et de replacer l'argent dans la même banque à un taux plus élevé. Bon, c'est les règles de fonctionnement des banquiers qui font que des fois ça marche. Donc voilà un petit peu ce que je vous conseillerais de faire. Euh, pour l'épargne standard, je vous conseille quand même d'aller sur des trucs un petit peu solides qui n'ont pas des énormes rentabilités, mais qui vous permettent d'avoir une rentabilité plutôt à coup sûr. Donc, livret A, livret épargne populaire, PEL, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes au cas par cas. Pour un PEL, aujourd'hui, les taux sont plutôt élevés, donc ce n'est pas forcément le moment pour ouvrir un PEL. Quand les taux rebaisseront, ça peut être un bon moment pour ouvrir un PEL parce que le PEL, vous empruntez au taux du moment où vous ouvrez le PEL. Donc quand les taux sont bas, ça ne va pas forcément vous rapporter beaucoup, mais ça vous permet de vous débloquer un crédit à bas prix. Les actions en bourse, ça peut être un placement pertinent, mais faites attention à ne pas avoir trop de votre capital qui dépend des variations des cours de la bourse, parce que si la bourse chute pendant 3-4 ans, ça veut dire que votre patrimoine a son prix qui a chuté pendant 3-4 ans, et si vous en avez besoin à ce moment-là, vous l'avez dans le cul. Donc attention à ça. Pour les bases, ces produits-là font le boulot. Là, on parle vraiment de choses qui vont vous permettre d'avoir une épargne disponible pour gérer les coups durs dans la vie. Après, pour générer une très bonne rentabilité, vous avez d'autres types de placements. On ne va pas en parler aujourd'hui, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et ça, je vous conseille de le faire une fois que vous avez sécurisé pas mal d'argent quand même, quelques dizaines de milliers d'euros, que ce soit dans votre résidence principale, que ce soit dans d'autres biens immobiliers, que ce soit en bourse et que ce soit sur vos livrets. À partir du moment où vous avez quelques années d'avance, là, vous pouvez commencer à jouer, à vous donner des meilleures rentabilités. Alors, ce que je vous dis, c'est juste un conseil que moi je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui aiment bien avoir des stratégies très agressives dès le premier euro. Ok, mais ça veut dire que vous avez un risque plus grand. Et quand vous avez un risque plus grand, ce qui peut se passer, ce qui s'est passé pour pas mal de gens qui ont joué à ça dans le passé sur tout un tas de placements, hein, surtout en bourse, mais pas que, quand vous avez une très bonne rentabilité, vous êtes content, vous avez placé beaucoup d'argent dans cette très bonne rentabilité, et si à un moment,
Le risque associé à cette très bonne rentabilité se caractérise, c'est-à-dire quoi? Une chute des prix de l'immobilier, ça s'est passé aux États-Unis, ça peut se passer en France. Par exemple, l'effondrement de la bulle Internet, l'effondrement des bulles boursières. C'est aussi valable pour les cryptos. Si les cryptos rapportent beaucoup à un moment, c'est qu'il y a un risque. Et si la crypto diminue beaucoup au moment où vous en avez besoin, et c'est arrivé à des gens que je connais, ben vous l'avez dans le cul. Si vous vous mettez à faire des crédits plus tard pour compenser la perte que vous avez fait sur un investissement qui à un instant T était très rentable, mais 1 ou 2 ans après, il n'était plus du tout, ben vous allez perdre de l'argent sur le long terme. C'est pour ça que moi, je conseille plutôt des stratégies prudentes dans la construction de votre patrimoine. Ça ne vous empêche pas d'avoir à côté, en plus, des stratégies plus agressives, mais ça, c'est sur le bonus du bonus, si j'ose dire. C'est-à-dire, moi, là, je parle de comment on fait son budget mensuel. Pourquoi pas, par exemple, si vous avez absolument envie de faire de la crypto, vous faites ce budget, vous planifiez une gestion en bon père de famille de votre budget. Donc vous dites, moi, mon salaire, j'en place 25%, très bien, comme je vous ai conseillé de faire. Je le place dans ça, 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 voilà, c'est linéaire. Et donc, si je continue sur cette trajectoire, à la retraite, j'aurai sécurisé une rente mensuelle qui va me permettre d'être confortable. Très bien. Bah, rien ne vous empêche, derrière, d'aller bosser le week-end, de vous faire un petit billet de 1000 ou de 2000 parce que vous avez bossé 3-4 week-ends d'affilée, et de placer intégralement cet argent en crypto. Et au moins, vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire, vous savez que c'est de l'argent de bonus que vous placez. Et si cet argent vous rapporte énormément et que vous devenez rentier grâce à ça, c'est super. Je suis content pour vous. Mais il faut bien distinguer les placements en bon père de famille qui vont vous apporter un petit peu de l'argent à coup sûr. Et attention, hein, quand je vous dis à coup sûr, c'est-à-dire qui ont une très faible probabilité de ne rien vous rapporter. Mais gardez à l'esprit que quoi qu'il arrive, tout placement peut être perdu. Y compris un livret A. Hein. On vous dit un livret A c'est sûr. Oui, un livret A c'est sûr parce que c'est garanti par l'État. Donc si l'État s'effondre, un livret A ça vaut plus rien. On vous dit l'or c'est sûr, très bien, vous avez des lingots d'or cachés chez vous. Si vous les faites piquer, c'est pas sûr du tout. Et deuxièmement, en période de guerre, l'or, ça vaut pas grand-chose. L'or, ça peut valoir moins qu'une boîte de conserve dans certains contextes. Donc l'or, c'est très bien pour placer de l'argent sur le long terme, mais l'or chez vous, vous pouvez vous le faire piquer. L'or en bourse, il peut disparaître si le mec qui vous a vendu des produits boursiers est un escroc. Et de toute façon, vous lisez pas dans les boules de cristal, ni vous ni moi. Mais tous ces placements avec beaucoup moins de rentabilité, mais beaucoup de moins de risques, si vous les diversifiez bien, vous avez quand même une faible probabilité pour que tout disparaisse. Par contre, les placements avec une bonne rentabilité, en général, vous avez une beaucoup plus forte probabilité qui ne devient pas négligeable selon moi pour que ces placements vous rapportent pas. Donc moi, je vous conseillerais d'avoir 2 stratégies en parallèle. La stratégie en bon père de famille, voilà, chez moi, c'est mon immobilier, mes investissements en bourse et les investissements sur les livrets. Et votre stratégie pour vous amuser et pour essayer d'aller chercher de la rentabilité qui est bien meilleure ailleurs. Et cette stratégie-là, moi, en ce qui me concerne, c'est l'argent que j'investis dans mes activités. Du coup, je ne fais pas de crypto. Mais si vous, ça vous amuse de faire de la crypto, faites de la crypto, hein, je m'en fous. Mais il faut avoir conscience que ces placements très rentables, il faut le faire avec de l'argent dont vous pouvez vous passer. Moi, tout l'argent que j'ai mis dans les boîtes, tout cet argent, c'est de l'argent dont je peux me passer, qui n'est pas indispensable à ma stratégie de retraite. Évidemment, si je récupère, et évidemment, s'il fait x10, je serai super content, mais c'est pas de l'argent indispensable pour ma sécurité sur le long terme. Si ce que je vous ai dit vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, donnez-moi vos stratégies en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner si tous ces sujets vous intéressent, je parle surtout d'entrepreneuriat. Il existe un serveur Discord où on peut parler un petit peu de tous les sujets, et sinon il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.